Un millionnaire a invité son ex-petite amie à son mariage juste pour se moquer d'elle. Mais quand elle est arrivée, il a été choqué de la voir. Paris respirait la réussite en ce mois de mai, enveloppé par un ciel d'un bleu laiteux et les murmures de la Seine qui glissaient paresseusement entre les rives. Au cœur de cette capitale vibrante, François Delamarre dominait l'horizon technologique français. Âgé d'un peu plus de 30 ans, cet entrepreneur au regard d'acier avait bâti, à la sueur de ses nuits sans sommeil, un empire numérique dont le siège, une tour de verre et d'acier plantée au centre de la Défense, faisait l'ombre à bien des ambitions. Sa vie actuelle, faite de chiffres en hausse, de contrats vertigineux et d'interviews en prime time, tranchait avec la grisaille de son adolescence. Rejeté dans sa jeunesse, souvent moqué pour sa timidité maladive et son allure quelconque, il avait passé des années à sculpter une version de lui-même qui inspirerait le respect, voire la crainte. Derrière le succès se cachait une soif de reconnaissance aussi féroce que silencieuse. La solitude de ses débuts s'était peu à peu muée en une armure d'indifférence. Désormais, il allait épouser Clémence Moreau, mannequin internationalement connu, dont le sourire ornait les vitrines de parfumerie du monde entier. Une union commentée dans les magazines, anticipée par les chroniqueurs de mode, rêvée par les lecteurs. Pour François, cet événement était plus qu'un mariage. C'était un couronnement, un message au monde et à ceux qui, autrefois, ne croyaient pas en lui. Parmi eux, une seule personne occupait une place centrale dans ses souvenirs, Camille Girard. Ils s'étaient rencontrés à l'université, à une époque où François n'était encore qu'un étudiant effacé, enfermé dans ses projets codés à la lumière blafarde de son écran. Camille, elle, était vive, passionnée, toujours un livre à la main, toujours un débat à alimenter. Ils avaient partagé une histoire brève, intense et surtout déséquilibrée. François se souvenait encore de la manière dont elle l'avait quitté, presque sans émotion, lui reprochant son obsession du contrôle, sa peur de la lumière, et surtout son mépris pour ses rêves à elle. À l'époque, il avait encaissé sans un mot, puis il avait transformé cette blessure en carburant. Son succès, il le devait en partie à cette rupture. Elle avait allumé en lui une rage calme, une détermination froide. Et maintenant, il tenait sa revanche sur la vie. L'idée lui était venue comme une étincelle. Et s'il l'invitait au mariage, rien que pour voir son visage lorsqu'elle découvrirait ce qu'il était devenu. Clémence, peu concernée par son passé, avait haussé les épaules en voyant le nom de Camille sur la liste des invités. Pour François, ce n'était pas de la nostalgie, ni même une provocation. C'était un acte symbolique, un geste qui disait « Regarde ce que tu as manqué ». Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que Camille accepte, lorsqu'il reçut sa réponse positive par courrier, une simple carte blanche, manuscrite, signée de sa main. Il la lut 3 fois avant de la ranger dans un tiroir. Aucune émotion visible sur son visage, mais à l'intérieur une étrange tension. Il essaya de l'ignorer, de se concentrer sur les préparatifs, sur les choix de fleurs, les listes de musique, les ajustements du costume. Tout devait être parfait. Il voulait que chaque détail transpire la réussite. Plus la date approchait, plus l'obsession grandissait. Et si elle n'était plus la même, et si elle aussi avait changé? Cette idée qu'il refoulait avec arrogance revenait sans cesse le hanter. Mais peu importait. Ce jour-là serait le sien. Il en était convaincu. Le mariage aurait lieu dans un château aux abords de Versailles, loué pour l'occasion. Un lieu digne des contes, avec ses dorures, ses lustres, ses jardins sculptés au millimètre. Plus de 200 invités, des chefs d'entreprise, des artistes, des politiciens, des journalistes. Tout le gratin parisien répondrait présent. Camille ne serait qu'une silhouette parmi d'autres. Du moins, c'était ce qu'il pensait. La veille du grand jour, alors qu'il relisait pour la 100e fois son discours de remerciement, François regarda son reflet dans le miroir de la suite nuptiale. Le costume sur mesure tombait parfaitement. Le brushing, les boutons de manchette, la montre suisse, tout était en place. Il sourit, satisfait. Il allait montrer au monde entier que rien ne l'atteignait. Pas même elle. Il ne savait pas encore que cette invitation allait devenir la plus grande erreur de sa vie. Le matin du mariage, le château semblait respirer l'opulence et la splendeur. Les premiers rayons du soleil caressaient les pierres anciennes de la bâtisse, révélant chaque détail d'une architecture séculaire soigneusement restaurée pour l'événement.
Le personnel s'agitait discrètement dans les coulisses, synchronisé comme une horloge suisse. Les fleurs blanches et dorées, disposées avec une précision presque maniaque, embaumaient l'air d'un parfum sucré et sophistiqué. Le cliquetis des verres, les derniers réglages du quatuor à cordes et les voix feutrées du personnel d'accueil se mêlaient en un ballet discret, orchestré pour ne rien laisser au hasard. François observait tout de sa suite, derrière, une fenêtre surélevée. Vêtu de son costume 3 pièces, il était l'image même du succès. Élégant, sûr de lui, prêt à offrir au monde un spectacle dont il serait le point culminant. Dans sa main, un verre de champagne qu'il n'avait pas encore bu. Ses yeux, pourtant, n'étaient pas fixés sur la scène en contrebas, mais perdus dans un espace abstrait, comme si une pensée obstinée refusait de le quitter. Les invités commencèrent à arriver peu après 10 heures. Berlines noires, limousines, voitures de collection, chacun descendait avec grâce, sourires aux lèvres, habillés comme pour une première au Palais Garnier. Les photographes s'activaient discrètement, capturant chaque geste, chaque regard, chaque éclat de rire calculé. Les femmes affichaient des robes sur mesure, les hommes des complets signés par les plus grandes maisons. Tous semblaient jouer leur rôle dans un scénario parfaitement huilé. François descendit enfin pour accueillir personnellement quelques-uns de ses associés les plus influents. Son sourire était mécanique, mais personne ne s'en aperçut. Il échangea quelques plaisanteries, salua les membres de sa famille, posa pour des photos avec Clémence, éclatante dans sa robe ivoire, éclipsant brièvement ses pensées obsédantes. Mais au fond de lui, quelque chose grondait, une attente sourde, presque douloureuse. L'arrivée de Camille. Lorsque la voiture s'arrêta devant le portail principal, ce fut d'abord une absence de réaction qui domina. Une berline noire, banale parmi les véhicules de luxe. Un chauffeur en uniforme ouvrit la porte et une jambe fine, chaussée d'un escarpin noir verni, se posa sur le gravier blanc. Puis vint le silence. Camille descendit lentement, comme dans une scène de théâtre où chaque mouvement est pesé, calculé, chorégraphié. Sa robe, d'un vert profond presque émeraude, semblait faite d'un tissu qui capturait la lumière pour la relâcher par éclats. Ses cheveux, relevés en un chignon délicat, laissaient apparaître une nuque gracieuse, et son maquillage, subtil, accentuait l'intensité nouvelle de son regard. Mais ce n'était pas sa beauté qui pétrifia la foule, c'était son aura. Elle n'avait plus rien de la jeune femme douce et parfois incertaine que François avait connue. Elle avançait avec une assurance presque royale, le menton haut, les épaules droites, les gestes précis. Chaque pas sur les dalles sonnait comme un manifeste silencieux. Elle souriait, oui, mais d'un sourire lointain, presque indifférent, comme si tout cela ne la concernait pas vraiment. Le murmure des invités se tut progressivement, remplacé par un silence suspendu. Même les musiciens cessèrent brièvement de jouer, comme frappés par une présence qui transcendait l'occasion. François, qui discutait alors avec un ministre de l'économie, se retourna en entendant le changement dans l'atmosphère. Son regard la chercha d'abord dans la foule, puis s'arrêta net sur elle. Et à cet instant précis, quelque chose se figea en lui. Son sourire s'effaça. Il sentit sa gorge se contracter, son cœur manquer un battement. Ce n'était pas de la surprise, ni de l'émerveillement, c'était de la stupeur. Il ne la reconnaissait plus, ou plutôt il comprenait qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. Clémence, accrochée à son bras, suivit son regard et haussa légèrement les sourcils. Elle, qui n'avait jamais accordé d'importance au passé sentimental de son fiancé, sentit dans l'air une tension nouvelle. Mais elle n'eut pas le temps de formuler une pensée que Camille s'arrêta à quelques mètres d'eux, offrant un sourire poli mais distant. « François », dit-elle simplement. Sa voix était la même, et pourtant différente, plus grave, plus posée. Elle ne l'embrassa pas sur la joue. Elle ne le serra pas dans ses bras. Elle se contenta de le regarder, droit dans les yeux, sans la moindre hésitation. Un instant suspendu, dérangeant, presque cruel. François, en réponse, força un sourire qui ressemblait à une grimace. « Camille, merci d'être venue. » Elle inclina doucement la tête, sans détourner les yeux. Puis, lentement, elle pivota et s'éloigna, laissant derrière elle une traînée de murmures étouffés. Ce n'est qu'à ce moment-là que François remarqua qu'elle n'était pas seule. Un homme s'avançait à ses côtés. Grand, élancé, vêtu d'un costume bleu nuit parfaitement ajusté. Il portait une montre discrète mais manifestement précieuse, et son allure évoquait davantage un diplomate qu'un simple invité. Il salua les hôtes d'un geste de tête élégant,
sans servilité, comme s'il appartenait naturellement à ce monde. Le bras que Camille glissa autour du sien n'était pas affecté. Il était intime. François, dont le sourire s'était figé, détourna brièvement les yeux. Il ne savait pas qui était cet homme, mais il sentait, sans savoir encore pourquoi, qu'il venait de perdre le contrôle d'un jeu dont il croyait être le maître. Le murmure qui avait envahi la salle ne ressemblait à rien de ce que François avait connu auparavant. Ce n'était pas l'effervescence habituelle d'un événement mondain, ni l'émerveillement de convives impressionnés par le faste d'un décor ou la renommée d'un invité. C'était un mélange trouble de fascination, d'interrogation et d'un certain vertige collectif. Tous les regards suivaient Camille, ou plutôt la silhouette qu'elle formait aux côtés de cet homme mystérieux. Il ne parlait presque pas, mais lorsqu'il le faisait, c'était d'une voix posée, d'un timbre grave et chaleureux. Son accent, difficile à situer, ajoutait à son mystère. Les serveurs, les invités, même certains membres de la famille de François semblaient instinctivement ralentir à leur passage, comme attirés par une gravité invisible. François les observait depuis une alcôve du grand salon, dissimulée derrière un rideau de dentelle, feignant d'écouter un discours que le père de Clémence adressait à quelques proches. Il n'entendait plus rien. Toute sa concentration était tournée vers Camille et cet homme. Chaque geste, chaque sourire, chaque échange de regards entre eux lui était une provocation. Ce n'était plus la Camille qu'il avait connue, qu'il croyait avoir laissée dans un coin sombre de sa mémoire. C'était une femme nouvelle, transformée, et cette métamorphose le déstabilisait plus qu'il ne l'aurait admis. Il cherchait dans les détails une faille, un indice qui trahirait une mise en scène, une vengeance peut-être, mais tout en elle respirait la sincérité. Ce n'était pas une comédie. Elle n'était pas venue pour lui faire du mal. Elle existait pleinement, indépendamment de lui, et cela plus que tout le déstabilisait. L'homme à ses côtés s'appelait Étienne. Du moins, c'est ce que François finit par entendre, alors qu'un petit cercle s'était formé autour d'eux près du buffet. Étienne Marchand. Le nom lui disait quelque chose, mais il ne parvenait pas à le replacer immédiatement. Il était en apparence affable, cultivé, d'un humour subtil qui séduisait sans forcer. En quelques minutes, il avait charmé des personnalités que François avait mis des années à apprivoiser. Camille, elle, ne semblait pas chercher l'attention, mais elle en recevait malgré elle. Elle riait parfois, écoutait davantage, posait des questions pertinentes, réagissait avec cette finesse qu'on attribue aux esprits aiguisés. Ce contraste avec la Camille qu'il se rappelait, souvent en retrait, hésitante, pleine de doutes, frappait François comme un affront personnel. Il réalisait peu à peu qu'il avait enfermé son souvenir dans une image statique, figée dans le passé. Mais la Camille qui se tenait là, au centre du monde, n'était plus une figure du souvenir. Elle appartenait au présent. Et ce présent lui échappait. Il tenta de reprendre le contrôle de son propre événement. Il s'approcha du groupe, souriant à quelques invités, lançant des phrases convenues, espérant recentrer les conversations sur lui, sur Clémence, sur leur mariage. Mais l'attention glissait à nouveau. Un ancien professeur d'université, présent par politesse, demanda à Camille si elle poursuivait toujours dans le domaine de la recherche. Elle répondit avec une légèreté feinte qu'elle avait un peu changé de voix et laissa le reste en suspens. François sentit une pique d'irritation. Pourquoi tous semblaient-ils suspendus à ses lèvres? Il tenta une approche plus directe. Lorsqu'il croisa enfin Camille seule, quelques instants à l'écart sur la terrasse, observant le jardin, il s'avança. « Tu as changé, dit-il, mi-constat, mi-question. » Elle se tourna vers lui, ses traits calmes, sans agressivité ni chaleur excessive. « Le temps change tout, François. Toi aussi, tu as changé. »« Oui, mais je suis resté fidèle à mes objectifs. »« Peut-être, » répondit-elle. « Ou peut-être que tu es devenu ce que tu pensais devoir être. » Il ne répondit pas tout de suite. Une part de lui voulait provoquer, rappeler qui il était aujourd'hui, ce qu'il avait accompli. Une autre part, plus enfouie, voulait comprendre. Comprendre pourquoi sa présence le dérangeait à ce point, pourquoi cette femme qu'il avait quittée croyant ne rien perdre, semblait aujourd'hui incarner tout ce qu'il avait ignoré. « Et ton ami Étienne, il est avec toi depuis longtemps ?» Elle sourit, regarda l'horizon, puis répondit simplement « Suffisamment pour que je me sente fier d'être à ses côtés. » Il s'apprêtait à répliquer, à insinuer quelque chose, à provoquer une réaction.
mais elle le devança. « Tu ne m'as pas invité pour me revoir. Tu m'as invité pour me regarder, pour mesurer ce que tu avais gagné, ce que tu pensais que j'avais perdu. » Ces mots n'étaient pas chargés de rancune. Ils étaient clairs, posés, lucides, et ils atteignirent leur cible comme une flèche silencieuse. « J'ai changé, François, mais toi, tu cours encore après des réponses dans le regard des autres. » Elle tourna les talons, le laissant seul face au vent tiède de l'après-midi. François resta là quelques secondes, figé, puis retourna à l'intérieur, le cœur plus lourd qu'il ne l'aurait cru. Ce mariage, censé sceller sa suprématie, devenait peu à peu le théâtre d'une toute autre pièce, une pièce dont il n'était plus le héros. La nuit tombait lentement sur les jardins du château, drapant la réception d'une lueur dorée, presque cinématographique. Les derniers oiseaux s'éloignaient dans le ciel pourpre, et les bougies disposées sur les longues tables de banquet commençaient à scintiller. Les serveurs gantés de blanc s'affairaient dans un silence orchestré, glissant entre les invités avec grâce, déposant les premières assiettes d'un menu pensé pour impressionner. Le cliquetis délicat des couverts, les tintements de cristal et les murmures raffinés peuplaient l'air d'une harmonie feutrée. Mais dans ce décor parfait, François sentait le décalage s'amplifier entre ce qu'il avait prévu et ce qui se déroulait. Il avait voulu ce dîner comme une célébration de sa réussite, un point d'orgue à une ascension fulgurante, une démonstration publique de son triomphe. Il n'avait épargné aucune dépense. Chefs étoilés, mais rares, millésimes prestigieux, décorations inspirées des grands bals du Second Empire. Tout était calibré pour laisser une empreinte inoubliable. Et pourtant, l'attention du public se détournait de lui à chaque minute. Pas seulement à cause de Camille, mais aussi parce qu'elle représentait désormais. Elle n'était pas simplement une ex-compagne mystérieuse réapparue. Elle était devenue un aimant. Au centre de la table d'honneur, Clémence jouait son rôle de future épouse avec une élégance mécanique. Elle riait au bon moment, lançait des regards complices aux invités les plus influents, posait pour quelques photos discrètes, mais elle n'était pas aveugle. Elle voyait, elle ressentait, et une certaine crispation s'installait dans ses gestes. Elle n'avait jamais eu de rivalité avec le passé de François, mais ce soir, Camille n'était plus un souvenir. Elle était un événement. Assise plus loin, à une table où se mêlaient artistes, investisseurs et universitaires, Camille captivait les conversations sans les diriger. Les gens venaient vers elle, la questionnaient, la regardaient avec cet intérêt que seuls les récits, rares éveillent. Étienne, à ses côtés, parlait peu, mais chaque fois qu'il prenait la parole, l'écoute redevenait silence. Il ne cherchait pas la lumière, mais elle se posait naturellement sur lui. Un vieux couple d'éditeurs racontait l'avoir vu à une conférence à Genève, parlant d'éthique numérique et d'intelligence collective. Une journaliste murmurait qu'il figurait parmi les 20 personnalités les plus influentes du secteur technologique en Europe. Et Camille, toujours souriante, détournait la conversation vers les projets des autres, valorisant ceux qui l'entouraient, s'effaçant subtilement dans la lumière qu'elle savait pourtant mériter. François, de son côté, luttait intérieurement. Il tentait d'ignorer cette dynamique, de se raccrocher à ses certitudes, mais quelque chose vacillait. Il se surprit à écouter sans intervenir, à chercher dans les mots échappés de l'autre table des indices sur ce que Camille était devenue. Une femme à sa gauche, dirigeante d'une société de capital risque, demanda soudain « François, tu sais qu'elle a fait une intervention brillante à Marseille l'an dernier. Une conférence internationale. Je ne savais pas qu'elle était aussi engagée dans l'innovation. » Il haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Nous n'avons plus beaucoup de contacts, répondit-il. Mais cela ne m'étonne pas. Elle a toujours eu des idées. » La conversation glissa, mais le poison était là, il fallait savoir. Il devait comprendre ce qu'elle avait fait, avec qui, comment elle avait pu évoluer aussi radicalement. Il ne s'agissait plus d'une blessure d'ego, mais d'un vertige existentiel. Si elle avait pu accomplir autant sans lui, alors peut-être que ce qu'ils avaient vécu n'avait jamais été aussi important qu'ils l'avaient cru. Ou pire, peut-être, qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui pour devenir ce qu'elle était aujourd'hui. Il se leva discrètement de sa table, laissant Clémence expliquer son absence à un ministre en face d'elle. Il se faufila jusqu'au bureau privé situé au fond de la galerie. Là, entre les murs couverts de portraits aristocratiques, il sortit son téléphone et commença à chercher. Nom, Camille Girard. Résultat, des dizaines de liens, articles, interviews, vidéos.
Elle avait fondé une plateforme dédiée à la collaboration entre petites entreprises et chercheurs indépendants, réunissant des milliers d'adhérents dans toute l'Europe. Une initiative saluée pour son impact, sa vision, sa structure inclusive. Elle avait été invitée à Bruxelles, à Lisbonne, à Montréal. Elle avait reçu des prix. Elle avait été mentor pour des jeunes entrepreneuses dans des quartiers en difficulté. Et ils n'avaient rien su, mais il y avait autre chose. Un détail revenait sans cesse dans les articles, quelque chose qui n'était jamais expliqué en profondeur mais toujours évoqué. Le projet fondateur, la rupture initiale, l'humiliation catalyseur. Aucun nom, aucune date, mais François savait. Il savait que c'était lui. Il revint à la table pâle mais droit. Les convives poursuivaient leur repas, insouciants. Clémence lui adressa un regard bref, interrogateur, qu'il ignora. Il leva sa coupe de champagne, mais le geste manquait de conviction. Autour de lui, les applaudissements éclatèrent pour une anecdote racontée par Camille, à l'autre bout de la salle. Le rire sincère qui suivit lui coupa l'appétit. Il regarda sa future épouse, puis Camille, puis Étienne. Et il comprit, pour la première fois peut-être, que cette soirée ne lui appartenait plus. Il était devenu un invité parmi d'autres à son propre mariage. La nuit s'était avancée sans prévenir, engloutissant lentement les éclats de rire, les cliquetis de couverts, les regards complices qui peuplèrent la grande salle du banquet. Le dîner touchait à sa fin, mais la tension dans l'air ne faisait que croître. François, assis à sa place, semblait absent. Son corps était là, droit, les épaules carrées dans son costume, mais son esprit errait ailleurs, pris dans une tempête de souvenirs, de doutes et de pressentiments. Chaque sourire échangé à l'autre bout de la pièce, entre Camille et un invité, chaque mot prononcé sur ses accomplissements, ravivait en lui une inquiétude qu'il n'avait jamais anticipée, celle d'avoir sous-estimé une personne qui autrefois se tenait à ses côtés sans jamais chercher la lumière. Une des demoiselles d'honneur, Élise, amie d'enfance de Clémence et curieuse par nature, s'approcha de lui, une coupe de champagne à la main. Elle s'assit sans y être invitée, jetant un coup d'œil vers Camille, qui riait à une blague racontée par une ancienne ministre de la Culture. « Elle est impressionnante, tu sais », dit Élise sans détour. François ne répondit pas immédiatement. Il fixait sa coupe vide. « Elle a toujours été brillante », murmura-t-il. « Non, je veux dire, vraiment impressionnante. Je l'ai vue à une conférence à Marseille, il y a quelques mois, une intervention sur l'entrepreneuriat collaboratif. Elle a captivé toute la salle. Ce n'était pas seulement du contenu, c'était de la vision, de la passion, de l'intelligence pure. » François tourna lentement la tête vers elle. « À Marseille ?»« Oui, une conférence internationale sur les nouvelles, économie. J'y étais avec des collègues. Elle a été ovationnée. Et tu sais le plus fou, personne ne l'attendait. C'était une des dernières interventions, presque en fin de programme, et pourtant c'est elle dont tout le monde parlait en sortant. Il sentit son estomac se contracter. Cette révélation, bien qu'incomplète, confirmait ce qu'il soupçonnait depuis le début de la soirée. Camille n'était pas simplement revenu dans sa vie par hasard. Sa présence ici, à ce moment précis, n'était pas une coïncidence. Elle s'était bâtie, reconstruite, affirmée, et il ne l'avait pas vue venir. Mais ce n'était pas tout. Élise poursuivit comme si elle avait deviné ses pensées. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'elle a dit à la fin de sa présentation. Elle a parlé d'un échec fondateur, d'une rupture douloureuse avec quelqu'un qui ne croyait pas en elle. Elle n'a pas donné de nom, mais on sentait que c'était personnel, très personnel. Elle a dit que c'est à ce moment-là qu'elle avait compris qu'elle devait créer son propre espace, ses propres règles. François baissa les yeux. Il n'avait pas besoin de plus de détails. C'était lui. Ce qu'elle décrivait, ce souvenir si clairement exprimé. C'était leur histoire, sa condescendance à l'époque, ses critiques déguisées en conseils, son regard froid sur ses idées qu'il jugeait naïves, utopiques. Il se souvenait même des mots exacts qu'il lui avait lancés un soir, après qu'elle lui eut parlé d'un projet communautaire basé sur la technologie et la transparence. « Les gens veulent de l'efficacité, Camille, pas des rêves. Ton truc, ça ne tiendra jamais la route. » Il l'avait dit sans colère, presque avec tendresse. Mais c'était cette tendresse teintée de mépris, ce ton paternaliste qu'il croyait bienveillant. Et maintenant, il voyait que c'était précisément là que tout avait commencé pour elle. Ce qu'il avait voulu enterrer avait germé. Il quitta la table sans prévenir, traversant la salle lentement, comme dans un rêve.
Les rires, les discussions, les musiques semblaient étouffées, comme perçues à travers une vitre. Il rejoignit le salon annexe, moins animé, occupé par quelques invités fatigués qui reprenaient leur souffle autour de petits canapés en velours et de tables basses. Il s'assit dans un fauteuil, le regard vide. Quelques minutes plus tard, une main se posa sur le dossier. Il leva les yeux. C'était Étienne. « Beau mariage », dit-il simplement, avec un sourire presque compatissant. François répondit d'un signe de tête, gardant le silence. « Camille est quelqu'un d'exceptionnel », continua-t-il, « mais je suppose que tu le sais déjà. »« Elle l'a toujours été », répliqua François. « Je n'ai juste pas su le voir à temps. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Il s'assit à côté de lui comme un ami qui comprend sans juger. « Tu sais, quand je l'ai rencontrée, elle m'a parlé de cette fameuse rupture. Pas dans les détails, mais assez pour que je comprenne que c'était le début de quelque chose pour elle. Elle ne t'en veut pas, tu sais. Elle te remercie même. » François tourna brusquement la tête vers lui, les sourcils froncés. « Elle m'en remercie ? » ?»« Oui, parce que c'est ton refus de croire en elle qui l'a forcée à croire en elle-même. Il aurait voulu réagir, protester, dire que ce n'était pas si simple, mais il savait que ça l'était. » Étienne se leva, rajustant sa veste. « Je vais retourner auprès d'elle. On parle de lancer un nouveau projet. Elle a des idées que même moi je n'arrive pas encore à suivre. Et pourtant je suis convaincu qu'elle a raison. » Il partit sans attendre de réponse. François resta seul. Dans ce silence, dans cette solitude soudainement familière, il comprit que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais il savait aussi que la vérité complète restait encore à découvrir. Ce qu'il avait pris pour une démonstration de pouvoir ce mariage était en train de devenir le miroir cruel de son aveuglement. Et il ne pouvait plus détourner les yeux. La nuit, bien installée sur le domaine, enveloppait désormais le château d'un voile profond où seules les lueurs dorées des lampadaires extérieurs et des bougies parvenaient à échapper à l'obscurité. La réception poursuivait son cours dans une ambiance plus détendue, mais sous cette apparente légèreté, une tension nouvelle s'était infiltrée dans les murs de la fête. François, dont la présence avait jusqu'alors imposé une certaine gravité naturelle, semblait relégué à l'arrière-plan. Il observait toujours depuis les marges, les mouvements, les conversations, les regards. Rien n'échappait à son attention, surtout pas les gestes de Camille, ni les allées et venues d'Étienne. Ce dernier, d'ailleurs, se trouvait maintenant au centre d'un petit attroupement composé d'investisseurs, d'entrepreneurs, de journalistes spécialisés. La discussion portait sur les enjeux de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la durabilité des modèles économiques. Et à la grande surprise de François, c'était Étienne qui menait les échanges, avec aisance, avec autorité, avec cette touche de vision qui ne s'improvise pas. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque phrase était pesée, dense, pleine, d'idées. Il ne cherchait pas à briller, il brillait malgré lui. Et le plus troublant, il captivait ceux-là même que François avait mis des années à séduire, des partenaires stratégiques, des personnalités du milieu, des figures de confiance. Mais l'instant qui marqua un véritable basculement survint lorsqu'un des invités, consultant réputé du secteur technologique, demanda d'un ton faussement anodin « Étienne, c'est vrai que vous avez récemment levé des fonds pour un projet d'expansion en Europe centrale? On dit que votre croissance a triplé en moins de 2 ans. » Le silence se fit un instant. Tous attendaient sa réponse. Il esquissa un léger sourire, humble, presque modeste. « Oui, nous avons levé un peu plus de 50 millions d'euros lors du dernier tour. L'objectif est d'accélérer l'implantation de nos services en Europe de l'Est, où les besoins technologiques évoluent très rapidement. Et nous travaillons également sur une fusion stratégique. » Ce fut ce mot « fusion » qui électrisa François. Il ne savait pas encore pourquoi, mais un frisson glacial lui remonta l'échine. Ce mot, prononcé dans cette salle par cet homme, avait un goût de menace. Il s'éloigna brusquement de sa position d'observation et marcha vers son assistant personnel, un jeune homme nerveux qui suivait discrètement les échanges importants du mariage pour filtrer les informations utiles. « Tu sais qui est cet homme, Étienne Marchand? Tu as déjà entendu parler de lui ?» L'assistant hésita puis sortit son téléphone. Quelques recherches rapides, quelques clics, et son visage se figea. « C'est le fondateur de Lucernatech, monsieur, une start-up spécialisée dans les systèmes d'interopérabilité numérique, très agressive
dans ses stratégies de croissance. Ils ont absorbé plusieurs concurrents moyens ces derniers mois. C'est aussi... Il s'arrêta. Quoi? C'est aussi celui qui a tenté de racheter l'une de nos filiales l'année dernière. Vous aviez refusé l'offre sans savoir qui était derrière, car elle était passée par un consortium de fonds anonymes. François sentit une nausée monter. Ce n'était pas une simple rencontre, ce n'était pas une coïncidence. Étienne ne l'accompagnait pas seulement en tant qu'ami de Camille. Il était un acteur stratégique, un concurrent direct, et il était là, dans cette salle, au cœur de son propre mariage, en train de séduire ses alliés, de bâtir des ponts sous ses yeux. Il retourna lentement dans la salle principale, tentant de garder contenance. Il savait ce qui venait maintenant. Il devait affronter Camille, non pas avec agressivité, mais avec précision. Il voulait savoir ce qu'elle savait, ce qu'elle avait manigancé. S'il y avait eu un plan derrière cette invitation, une vengeance orchestrée avec froideur. Il la trouva seule un instant, sur le balcon donnant sur les jardins. La brise agitait doucement les pans de sa robe. Elle tenait une coupe de vin, les yeux perdus dans les lumières tamisées du parc. « Camille !» Elle se retourna, le visage impassible. « François, tu savais qui il était ?» Elle le regarda un long moment. Puis elle hocha doucement la tête. « Oui. Et tu l'as amené ici en connaissance de cause. » « Je ne l'ai pas amené, François. Il est venu avec moi. » Nuance. « Tu joues avec les mots. » « Non. Je suis venu parce que tu m'as invité. Étienne est venu parce qu'il avait ses propres raisons. Tu ne peux pas contrôler les motivations des gens aussi fort que tu essaies. » Il sentit la colère monter, mais il la contint. Il voulait comprendre. Il avait besoin de comprendre. « Pourquoi? Pourquoi tout ça? » « Il n'y a pas de tout. Ça, François. Il y a une réalité que tu refuses de voir. Le monde change. Les équilibres bougent. Ce que tu considères comme acquis, comme ton territoire, ne t'appartient pas. Tu m'as invité pour me montrer ce que tu étais devenu. Je suis venu te montrer ce que je suis devenu. » Il la fixa, cherchant une faille, une émotion, un regret. Mais il n'y avait rien d'autre qu'une paix redoutable dans ses yeux. Et cette paix-là lui faisait plus mal que n'importe quel cri. « Tu veux me détruire, c'est ça ?» lui demanda-t-il à voix basse. « Non, François, je veux vivre. Et je veux le faire pleinement, sans avoir à m'excuser d'exister, de penser, de réussir. » Elle s'éloigna, le laissant à nouveau seul. Derrière lui, les invités continuaient de festoyer, inconscients de la guerre silencieuse qui se jouait dans l'ombre des sourires. Et lui, François Delamarre, héros autoproclamé de cette histoire, commençait lentement à comprendre qu'il n'était plus qu'un pion dans une partie qu'il avait lui-même déclenchée. Les heures passaient, mais pour François, le temps avait perdu sa logique. L'espace autour de lui semblait se dilater, se contracter au gré des conversations qu'il ne dominait plus, des regards qu'il n'attirait plus, des présences qu'il ne contrôlait plus. Ce mariage, censé être le point culminant de sa réussite, prenait des allures de théâtre inversé, où le protagoniste se retrouvait relégué à l'arrière-plan, contraint d'observer une pièce qui se réécrivait sans son autorisation. Il n'était plus le centre de la scène, mais un observateur piégé dans un rôle qui ne lui appartenait plus. Cependant, il était François Delamarre, et François Delamarre ne reculait jamais. Il comprenait maintenant que la simple observation ne suffirait plus. Il devait agir, intervenir, reprendre en main le fil de cette histoire qui lui échappait depuis l'arrivée de Camille, mais il ne pouvait pas se permettre une confrontation ouverte. Le lieu, le moment, l'audience, tout imposait la retenue, la diplomatie. Il allait devoir user de finesse, de calcul, se rapprocher avec douceur pour extraire les vérités cachées. Il commença par les rituels habituels. Un sourire ici, une anecdote là, un toast à la réussite, des phrases creuses enveloppées d'élégance. Il effaçait peu à peu les signes de tension de son visage, recomposait le masque du maître de cérémonie. Mais chaque sourire était une morsure. Chaque éclat de rire qu'il forçait était une lame dans sa poitrine. Il regardait les convives, entendait les compliments, mais tout lui paraissait faux. L'unique vérité de cette soirée était ailleurs. Elle se trouvait dans les yeux de Camille, dans la posture tranquille d'Étienne, dans les silences qui remplaçaient les anciennes flatteries. Il décida alors de l'approcher à nouveau, cette fois sur un ton différent. Pas d'accusation, pas de soupçon. Il allait jouer la carte de la nostalgie, de la douceur, de cette vieille complicité qu'ils avaient partagée. Il l'aperçut dans l'orangerie,
un verre à la main, en pleine discussion avec deux figures majeures du monde universitaire. Elle riait, mais en le voyant s'approcher, elle comprit immédiatement. Elle prit congé avec courtoisie et s'avança vers lui. « Tu viens encore me demander des comptes, François ?» Il secoua doucement la tête, affichant un sourire calme. « Non, pas cette fois. Je suis venu me souvenir. » Elle haussa un sourcil, intriguée, mais pas dupe. « Se souvenir de quoi ? De nous, de ce que nous étions, de ce que nous avons été avant que tout ne change. » Elle le fixa un instant en silence. « Je ne suis pas certaine que nous ayons vu la même histoire. Peut-être, admit-il, mais je me rappelle d'une Camille passionnée, curieuse, qui croyait en des choses que moi, je ne comprenais pas. J'ai été dur, peut-être injuste, et je ne m'en suis jamais excusé. » Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard s'adoucit légèrement, mais elle ne laissa pas la faille s'ouvrir trop grand. « Tu ne m'as pas seulement jugé, tu m'as rabaissé, tu m'as fait croire que mes rêves étaient des fantaisies. Je sais, et je le regrette, mais je veux comprendre maintenant. Ce que tu es devenu, ce que tu construis, tout ce que je découvre ce soir, ce n'est pas un hasard. Dis-moi, Camille, pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» Elle se pencha légèrement vers lui, assez proche pour que sa voix ne soit qu'un souffle. « Parce que tu as voulu que je voie ce que tu étais devenu, et parce que moi je voulais que tu voies ce que tu avais ignoré. » Il resta silencieux. Elle poursuivit, plus bas encore. « Tu penses que tout cela est une revanche, mais tu te trompes. Je ne suis pas venu pour te blesser. Je suis venu pour être vu, pas par toi, par eux, ceux qui doutaient, comme tu as douté. Ceux qui attendent qu'une femme soit aimable, mais jamais brillante. Tu ne m'as pas détruite, François. Tu m'as réveillé. » Il voulait répondre, dire quelque chose, n'importe quoi pour briser ce mur qu'elle érigeait avec des mots si calmes. Mais il savait que l'impact était là, précis, profond. Il comprenait enfin que ce n'était pas une pièce jouée contre lui. C'était une réalité née en dehors de lui, qui n'avait jamais eu besoin de son approbation pour exister. Il tenta de changer de sujet maladroitement. « Et Étienne, il est plus qu'un partenaire, n'est-ce pas ?» Elle le regarda avec douceur, presque avec compassion. « Étienne est celui qui a cru en moi quand j'avais cessé d'y croire. Il ne m'a jamais demandé de prouver quoi que ce soit. Il m'a juste laissé l'espace d'exister. Et tu sais quoi? Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une femme prenne son envol. » Il ne sut quoi dire. Une part de lui voulait hurler, pleurer, disparaître. Une autre restait figée, presque admirative malgré lui. Cette femme qu'il avait connue n'existait plus. Et celle qu'elle était, devenue, il ne pouvait plus que l'admirer à distance comme on regarde une étoile filante trop rapide pour être attrapée. Elle s'éloigna encore une fois, le laissant seul dans l'orangerie baignée de lumière chaude. Il resta là un long moment, à fixer les plantes, à écouter les échos de la fête derrière lui. Il savait maintenant qu'il n'y avait pas de retour possible. Ce qu'il avait détruit autrefois ne lui appartenait plus, et ce qu'elle avait reconstruit, il n'y aurait jamais de place pour lui dedans. Le moment tant attendu de la cérémonie approchait. L'heure où François et Clémence allaient échanger leurs vœux devant l'assemblée soigneusement choisie, captant l'attention des caméras, des flashs, des regards. La grande salle avait été réaménagée pour accueillir le rituel, symbolique qui, bien que laïque, empruntait à la tradition ses codes les plus solennels. Les rangées de chaises recouvertes de soie ivoire faisaient face à une estrade décorée d'arceaux fleuris, et le silence imposé par les maîtres de cérémonie régnait presque religieusement. François, en haut des marches, patientait. Il jetait des regards vers la double porte par laquelle Clémence allait apparaître. Son sourire semblait figé, et sous la couche de maquillage et d'assurance, son visage portait les stigmates de l'épuisement émotionnel. Ses pensées, loin du moment présent, vagabondaient dans les méandres des heures précédentes, dans les paroles de Camille, dans la révélation d'Étienne, dans la tension constante qui, depuis le début de la journée, n'avait cessé de croître. Les premiers accords d'un quatuor à cordes s'élevèrent, les convives se levèrent. François se redressa, la porte s'ouvrit. Clémence entra, magnifique, enveloppée dans une lumière douce, le pas lent, le regard fixé, droit devant. Elle avançait guidée par le cérémonial, par les attentes, par l'image. Tout était parfait, mais tout sonnait faux aux oreilles de François. Il entendait à peine la musique, il voyait à peine les invités. Son esprit, une fois de plus, dérivait ailleurs. C'est à cet instant précis
que quelque chose changea. Un murmure discret, d'abord anodin, commença à se répandre parmi les convives. Un téléphone s'éclaira, puis un autre. Des têtes se penchèrent, des regards se croisèrent. L'un des invités, un consultant influent du monde technologique, laissa échapper une exclamation discrète. François, qui avait l'habitude de lire les salles comme un stratège, comprit immédiatement. Il se passa quelque chose. Et ce quelque chose n'avait rien à voir avec son mariage. Un homme du deuxième rang, nerveux, montra son écran à sa voisine, qui porta une main à sa bouche dans un geste de stupeur. Le murmure enfla, s'amplifia, comme une vague prête à submerger l'instant. Clémence, arrêtée à mi-chemin de l'allée, ne comprenait pas ce qu'il se passait. Elle échangea un regard inquiet avec François, qui, lui, descendait déjà les marches, attiré par l'intuition que tout était en train de lui échapper définitivement. C'est alors qu'un invité se leva et, incapable de contenir sa surprise, prononça à voix haute une phrase qui glaça l'assemblée. Camille Girard vient d'être nommée pour le prix européen de l'innovation. Son nom est partout. Un silence abîma la salle. Un silence lourd, chargé de sens. Tous les regards, sans exception, se tournèrent vers Camille, restée debout, au fond, non loin des derniers rangs. Elle ne souriait pas. Elle ne semblait pas surprise. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle restait droite, digne, les mains jointes devant elle. Une femme à sa place, à sa juste place. Le maître de cérémonie tenta de reprendre le contrôle, mais le mal était fait. La cérémonie, le mariage, tout venait d'être éclipsé. Les écrans des téléphones brillaient comme autant de foyers de fascination. Les invités chuchotaient, relayaient l'information, certains prenaient même des photos discrètement. Un hashtag avait déjà été créé. Les premières publications circulaient. La révélation du siècle, l'étoile de l'innovation, Camille Girard, la surprise du jour. Et tout cela dans l'espace sacré que François avait voulu comme un triomphe personnel. Clémence, toujours au milieu de l'allée, baissa lentement les bras. Elle comprenait, elle aussi. Elle vit ce qui se passait dans les yeux de leur invité. Elle comprit que, peu importe la beauté de sa robe, l'élégance de la cérémonie, le prix du champagne ou l'exclusivité du lieu, elle n'était plus la reine de la soirée. Une autre femme, sans même monter sur scène, venait d'occuper l'espace. Non par provocation, par mérite. François, debout, ne pouvait que contempler la scène. Ce moment censé être l'apogée de son ascension devenait minute après minute le symbole de son effacement. Il aurait pu s'enfuir, il aurait pu exploser, mais il ne fit rien. Il resta là, comme un invité de sa propre débâcle, figé par l'ironie douloureuse d'un destin qu'il avait lui-même convoqué. Camille s'avança alors lentement. Elle ne regardait ni François ni Clémence. Elle fixait le maître de cérémonie. « Je pense que le moment vous appartient », dit-elle simplement, avant de retourner à sa place. Son geste, discret, modeste, eut un effet inverse. Il confirma aux yeux de tous la stature qu'elle avait acquise. Le pouvoir de sa présence venait de s'exprimer dans l'effacement, un effacement qui, paradoxalement, l'avait rendu inoubliable. La cérémonie reprit, maladroitement. Clémence termina son avancée. Les vœux furent prononcés, les applaudissements furent lancés, mais rien n'y fit. L'élan était brisé. Le cœur battant de la fête avait changé de rythme. Et dans ce rythme nouveau, François Delamarre ne trouvait plus sa place. Il prononça ces mots comme un automate, posa pour les photographes, mais tout sonnait creux. Chaque flash était une morsure, chaque regard une confirmation. Il n'était plus l'homme du moment. La fête reprit, bien sûr. Les musiques résonnèrent, les toasts furent portés, les rires forcés. Mais dans les conversations en coulisses, dans les échanges discrets au bord des tables, un seul nom revenait, Camille Girard. François l'entendit partout, jusque dans les couloirs. Et à chaque fois un peu plus, il sentait s'effondrer cette façade qu'il avait mise des années à bâtir. Non pas à cause d'une trahison, ni d'un scandale, mais parce que, pour la première fois, il n'était plus le plus intéressant, ni le plus brillant, ni le plus admiré. Et ce constat, plus encore que l'annonce publique, plus encore que la nomination de Camille, fut pour lui la véritable défaite. La nuit s'était avancée, et avec elle, l'euphorie superficielle de la réception avait cédé place à un étrange mélange de gêne et d'admiration voilée. Les discussions autour de Camille s'étaient multipliées au point de supplanter complètement celles sur le mariage. Certains invités, tentant de rester discrets, avaient même quitté la fête plus tôt,
convaincu que le véritable événement du jour n'était pas l'union de François et Clémence, mais la confirmation éclatante d'un destin individuel, celui de Camille Girard. Le contraste devenait insoutenable pour François, qui errait désormais dans les couloirs du château, cherchant un refuge, une explication, un sens. Il entra dans une pièce à l'écart, une ancienne bibliothèque reconvertie en salon privé pour la soirée. L'odeur du cuir ancien, du bois ciré et des fleurs fanées y régnait en maître. Il referma la porte derrière lui, s'enfonça dans un fauteuil à l'ombre d'une étagère monumentale. Ce fut là, dans cette semi-pénombre, qu'un flot de souvenirs enfouis ressurgit, comme s'il suffisait d'être seul pour que la mémoire reprenne possession de son esprit. Il se revit à l'université, dans les amphithéâtres surpeuplés, à moitié endormi derrière son ordinateur, gribouillant des idées de code, ignorant les voix qui parlaient d'avenir, de changement, de collectif. Camille était déjà là. Elle levait la main, posait des questions, participait à des groupes de réflexion. Elle organisait des débats, lançait des projets étudiants. Il la trouvait brillante, certes, mais aussi naïve, trop passionnée, trop idéaliste. À l'époque, il s'imaginait comme un visionnaire pragmatique. Elle, il la voyait comme une rêveuse, une amatrice d'utopie sans solidité. Il se souvenait du jour où elle lui avait montré son premier prototype, une plateforme destinée à connecter des artisans locaux avec des chercheurs en design et développement durable. Il avait écouté poliment, puis souri avec condescendance. « Ce n'est pas viable, Camille. Tu ne peux pas créer un modèle économique sur la base de la collaboration gratuite. Le monde ne fonctionne pas comme ça. » Elle avait encaissé. Elle n'avait pas crié, pas pleuré. Elle s'était juste éloignée peu à peu, et il avait cru à tort que son silence signifiait l'abandon. Il s'était trompé. Son silence n'était pas un retrait, mais une préparation. Ce qu'il croyait avoir enterré avait germé dans l'ombre. Un bruit discret le fit sursauter. La porte venait de s'ouvrir. Camille entra. Elle s'arrêta, sur le seuil, le regarda sans surprise. « Je savais que je te trouverais ici. Tu me connais encore si bien que ça. » Elle haussa doucement les épaules, ferma la porte derrière elle et s'approcha. « Non, mais je me souviens de ce que tu fais quand tu perds le contrôle. » François détourna le regard, honteux d'être si lisible à ses yeux. « Alors c'est ça. Tu es venu pour me faire revivre cette sensation d'impuissance, pour me faire comprendre ce que toi tu as ressenti autrefois. » Elle resta debout, droite. « Non, tu crois toujours que tout tourne autour de toi. Mais ce n'est pas le cas. Ce soir, ce n'était pas contre toi. Ce n'était même pas pour toi, c'était pour moi. » Il leva les yeux vers elle, lutta pour ne pas montrer combien ces mots le touchaient. Il aurait voulu lui dire qu'il comprenait maintenant, mais il ne savait pas par où commencer. « J'ai repensé à tout, dit-il, à notre histoire, à tes idées, à la manière dont je t'ai regardé. Je me rends compte que j'ai voulu te modeler, pas par méchanceté, mais parce que je croyais que c'était ce qu'il fallait faire pour réussir. Tu voulais que je devienne une version acceptable de moi-même, confortable pour ton ambition. Mais moi, François, je ne voulais pas seulement exister dans l'ombre de quelqu'un. Je voulais créer une lumière à moi. » Il se leva lentement, s'approcha d'elle, pas à pas. « Et tu l'as fait, mieux que moi, plus sincèrement, plus justement. Tu as eu raison, Camille. Tu as eu raison de ne pas m'écouter. » Le silence s'installa. Elle ne souriait pas. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, seulement une grande lucidité. « Ce n'est pas une compétition, François. Ce ne l'a jamais été. Mais tu as toujours vu la vie comme une course. Moi, je voulais juste marcher à mon rythme. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Et maintenant, tu vas prendre tout ce que j'ai construit ? Ce que tu as construit n'est pas en danger, mais il doit évoluer. Il ne peut plus fonctionner selon des logiques anciennes. Les gens ne veulent plus suivre ceux qui imposent. Ils veulent suivre ceux qui écoutent. » Il comprit que ce n'était pas une menace. C'était un constat, une vérité nue, impossible, à ignorer. Et elle, Camille, n'était pas là pour détruire, mais pour incarner cette mutation. Elle n'était pas la fin d'un monde, elle était le début d'un autre. « Tu me détestes encore ? Non, je t'ai longtemps détesté. Puis j'ai compris que la haine est une chaîne. J'ai rompu avec ça. Maintenant je te plains un peu, mais surtout, je te remercie. Parce que c'est grâce à toi que j'ai dû me réinventer. » Elle s'approcha, déposa un baiser sur sa joue, léger comme une plume. Puis elle sortit, le laissant dans le silence de la bibliothèque. François seul s'assit de nouveau.
Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa pas à gagner. Il pensa à comprendre. Les couverts avaient cessé de tinter. Les discussions s'étaient muées en murmures respectueux, presque religieux. L'heure du toast était arrivée, ce moment attendu où le marié prenait la parole pour remercier, honorer, magnifier. François s'avança lentement, sa coupe à la main, le regard perdu quelque part entre la foule et un point invisible qu'il ne pouvait nommer. Les invités, rassemblés autour de lui, se turent progressivement, prêts à entendre celui dont la voix jusqu'à ce jour portait toujours avec assurance. Mais ce soir-là, cette voix hésita. Il posa sa coupe sur le pupitre décoré de lys blanc et passa sa main sur son front. Un frisson discret traversa la salle. Était-ce l'émotion, le trac, ou une fatigue plus profonde, plus ancienne? Il inspira, cherchant dans l'air la force de dire ce qu'il fallait dire, ce que l'on attendait de lui. « Mes amis, mes proches, chers invités, merci. » Sa voix, d'abord calme, se raffermit légèrement, comme s'il tentait de retrouver la posture qu'on attendait de lui. « Merci à chacun de vous d'être ici ce soir. Merci de faire de ce moment un souvenir inoubliable. Merci à Clémence pour sa beauté, sa patience, sa grâce. Merci à nos familles, à nos équipes, à tous ceux qui ont permis que ce jour existe. » Il marqua une pause. Les regards restaient fixés sur lui. Clémence, à sa droite, gardait un sourire délicat, mais son regard trahissait une inquiétude subtile. Elle aussi savait. Elle aussi sentait que quelque chose, dans l'intonation de François, ne suivait pas le script. « Je pourrais vous parler de parcours, de succès, de ce que ce mariage représente dans ma vie, mais j'aimerais être honnête pour une fois. Vraiment honnête. » Un frisson traversa la salle. Certains se redressèrent sur leurs chaises, d'autres échangèrent des regards furtifs. Lui poursuivit, les mains légèrement tremblantes. « La vérité, c'est que ce jour, je ne l'ai pas imaginé comme ça. Pas avec ce sentiment qui m'habite depuis ce matin. Un sentiment que je ne parviens pas encore à définir. Est-ce de la peur, de l'admiration, du regret ?» Il tourna la tête lentement vers Camille, assise au fond de la salle, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. Elle ne souriait pas. Elle écoutait. Il y a, dans cette salle, une personne que je n'ai pas vue venir. Une personne que j'ai connue dans une autre vie. Une personne que j'ai aimée. Et il faut bien le dire, une personne que j'ai sous-estimée. Des murmures étouffés montèrent. Clémence bougea légèrement sur sa chaise, mais ne dit rien. François reprit sans quitter Camille des yeux. « J'ai cru, il y a longtemps, qu'on ne réussissait qu'en effaçant ce qui ne nous ressemble. Pas. J'ai cru que l'on bâtissait en dominant. Que le silence des autres était un signe de faiblesse. Mais j'avais tort. Le silence, parfois, est une gestation. Et ce soir, je comprends qu'une force tranquille peut changer le monde plus durablement que n'importe quelle démonstration de puissance. » Il marqua une pause. Son regard se baissa un instant, puis remonta. « Camille, tu m'as appris quelque chose ce soir. Tu m'as montré que le passé peut être un tremplin et non une prison. Que l'on peut se relever d'une dévalorisation, d'un rejet, et devenir plus grand, plus juste, plus libre. Je ne sais pas si tu es venu pour me prouver quelque chose. Mais moi, ce soir, je te dois quelque chose. Merci. » Le silence fut absolu. Aucun applaudissement, aucune réaction immédiate, juste un poids dans l'air, une densité que personne ne pouvait dissiper. Puis, doucement, Camille se leva. Elle ne regarda pas François tout de suite. Elle fit quelques pas vers le pupitre, s'approcha lentement, sans hâte. Tous les yeux la suivaient. Elle se plaça à côté de lui, prit la coupe qu'il avait reposée, la leva à son tour. « Puisque la parole est libre ce soir, je vais en profiter aussi. » Sa voix était calme, claire, sans fausse émotion. « J'ai longtemps cru que le pardon était une faiblesse. J'ai cru qu'il fallait, pour avancer, oublier, effacer, rayer. Mais non, le pardon, c'est se souvenir sans douleur. Et ce soir, je me souviens sans amertume. Je suis venu ici pour honorer une invitation, pas pour régler des comptes. » Elle tourna son regard vers l'assemblée. « Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Ce moment, aussi inattendu soit-il, est une forme de victoire. Pas contre quelqu'un, pour moi. Parce qu'on m'a fait croire que je ne valais pas la peine. Et j'ai prouvé à moi-même d'abord que je le valais. » Elle se tourna vers François, cette fois-ci vraiment. « Merci de ton honnêteté. Elle ne change pas le passé.
Mais elle éclaire le présent. Elle se tourna alors vers Clémence. « Et toi, Clémence, je te souhaite une vie où l'on t'écoute, où l'on te voit vraiment, pas seulement en surface. Sois plus chanceuse que moi. » Elle leva sa coupe, but une gorgée, puis redescendit de l'estrade. Ce ne fut qu'après qu'un tonnerre d'applaudissements éclata. Pas une ovation de spectacle, un hommage, un respect pur. François resta debout un instant, seul, au sommet de la scène, comme un roi déchu dont le royaume avait changé, demain sans bataille. Il regardait cette femme s'éloigner à pas calme, cette femme qu'il avait tenté de réduire à un chapitre ancien et qui était devenue tout un livre. Il descendit lentement, rejoignit Clémence. Elle ne dit rien, ne le regarda pas. Il comprit alors qu'un mur s'était érigé entre eux, invisible mais infranchissable. Ce mariage, désormais, ne serait plus jamais un symbole de pouvoir. C'était devenu un rappel éternel que certaines vérités n'émergent qu'au bord du précipice. Le toast avait eu l'effet d'un séisme émotionnel. L'onde de choc, pourtant livrée sans éclat, avait fissuré toutes les certitudes, toutes les postures figées qui maintenaient encore un semblant d'équilibre dans l'événement. Ce n'était plus un mariage, c'était une prise de conscience collective. Et au centre de cette prise de conscience, deux figures se détachaient désormais nettement. Camille Girard, ovationné sans ostentation, respecté sans effort, et Étienne Marchand, jusqu'ici resté dans une réserve, stratégique, mais dont le rôle allait basculer d'une manière que personne n'avait anticipée. La musique reprit timidement après le toast. Les serveurs, un instant figés, se remirent à circuler, tentant de ranimer l'ambiance. Mais la magie avait changé de source. On ne parlait plus que de Camille, de son discours, de sa dignité, de sa trajectoire. Même ceux qui ne la connaissaient pas auparavant la regardaient désormais avec l'admiration réservée aux grandes figures. Et à l'écart, près d'un des piliers de marbre, Étienne observait tout cela avec calme, presque avec une bienveillance distante. Il n'était pas un homme qui se précipitait. Il attendait son moment. Et ce moment arriva. Vers la fin de la soirée, alors que les danses débutaient mollement et que les invités, grisés par les émotions et l'alcool, perdaient peu à peu leur retenue, Étienne monta sur l'estrade. Il ne demanda pas la parole. Il se contenta de s'avancer, naturellement, avec la même prestance tranquille qui l'avait accompagné toute la journée. La salle se tut d'elle-même. Il n'avait pas besoin de lever la voix. « Je ne vais pas être long, dit-il. Je sais que cette journée appartient à François et Clémence, et je respecte profondément cette union. » Un silence poli suivit. François, debout au fond de la salle, sentit une crispation instinctive dans sa mâchoire. Il savait qu'un point de bascule s'annonçait, mais il ne savait pas encore dans quelle direction il allait tomber. Étienne poursuivit. « Mais je crois qu'il y a des moments où le hasard place les pièces du jeu d'une manière si précise que les coïncidences ne peuvent plus être ignorées. » Il se tourna vers Camille, sans exagération. « Il y a quelques mois, Camille et moi avons entamé une série de discussions sur l'avenir des écosystèmes numériques en Europe. Des échanges passionnés, parfois divergents, mais toujours stimulants. De ces échanges est née une idée que nous avons portée, affinée, proposée à des partenaires stratégiques. Et cette idée aujourd'hui se concrétise. » Il marqua une pause. Le silence s'épaissit. « Je suis heureux d'annoncer ici même que Camille Girard a été nommée directrice générale de l'initiative de fusion entre Lucernatech et Arcis, deux entités que beaucoup d'entre vous connaissent. Et si cette fusion est en bonne voie, c'est parce que des investisseurs aujourd'hui présents dans cette salle ont cru en cette vision. Une vision que Camille incarne désormais. Un frisson parcourut la salle. Arcis, c'était le nom de l'entreprise de François, son empire, la structure qu'il avait bâtie de ses mains. Il avait entendu des rumeurs d'une prise de participation par des fonds, avait signé des clauses, des partenariats, des réajustements de gouvernance. Mais jamais il n'aurait imaginé que derrière cette mécanique d'ombre se trouvait, elle. Il sentit son cœur ralentir, comme dans un rêve où le sol se dérobe lentement sous les pieds. Il voulut parler, mais aucun mot ne lui vint. Clémence, à ses côtés, fixait le sol. Elle n'avait plus la force de jouer les épouses parfaites. Étienne conclut « Nous avons choisi ce moment pour l'annoncer parce que nous croyons que ce lieu, ce jour, cette réunion de personnes influentes est le symbole même d'un changement. Le pouvoir ne se montre plus dans les tours d'ivoire. Il s'exerce dans la transparence, dans la collaboration,
dans la foi que l'on place en des leaders qui ne hurlent pas, mais qui construisent. Il salua, descendit de l'estrade. Les applaudissements, cette fois, furent retenus, presque sacrés. Personne n'osait rompre le poids du moment. François restait figé, les yeux rivés sur Camille, qui n'avait pas quitté sa place. Elle ne souriait pas, elle n'affichait aucun triomphe. Elle était simplement présente, complète, inattaquable. Ce fut à cet instant que François comprit tout. Il comprit que l'empire qu'il croyait contrôler n'était plus sien, qu'à force de déléguer, de diversifier, de signer sans lire, il avait offert les clés de son royaume à des mains plus attentives, et ces mains-là, ce soir, tenèrent les rênes. Il marcha lentement jusqu'à Camille, sans que personne ne tente de l'arrêter. Lorsqu'il arriva devant elle, il chercha ses yeux. Elle leva la tête, le regarda droitement. « Tu as tout. Préparé, murmura-t-il. »« Non, je me suis préparé. La différence est importante. » Il sentit la fatigue dans ses jambes, dans son dos, dans son âme. Il aurait pu hurler, accuser, s'effondrer. Mais il se contenta de dire « Tu m'as battu ». Elle inclina doucement la tête. « Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour montrer qu'il y a d'autres manières de gagner. » Il la regarda encore un instant, puis se détourna. Il ne s'agissait plus d'un affrontement. Il s'agissait d'une passation, d'un basculement. Et ce basculement avait déjà eu lieu, sans fracas, sans guerre, dans le silence redoutable de ceux qui savent attendre leur heure. Le vent frais de la nuit s'était levé au dehors, soufflant doucement à travers les haies géométriques du jardin du château, emportant avec lui les restes d'une journée qui, pour beaucoup, resterait dans les mémoires comme l'un de ces instants où la ligne entre le triomphe et la chute devient si fine qu'elle en devient douloureuse. Dans les couloirs faiblement éclairés du domaine, les échos des rires artificiels, des vers trinqués sans conviction et des derniers morceaux de musique résonnaient encore, mais l'essentiel avait déjà quitté les lieux. L'énergie de la fête s'était dissipée, remplacée par un silence lourd, presque cérémonial. Ceux qui restaient, et ils étaient peu nombreux, le faisaient par politesse, incapables de fuir sans reconnaître la gravité de ce qu'ils venaient de vivre. François se tenait dans la grande galerie, face à un miroir ancien encadré de bois doré. Il regardait son reflet sans vraiment le voir. Ce qu'il contemplait, c'était l'ombre d'un homme que la journée avait lentement, méthodiquement, vidé de sa stature. Son costume était encore impeccable, ses cheveux toujours en place, mais quelque chose en lui s'était brisé. Non pas dans un fracas, mais dans un effritement lent, comme une façade rongée de l'intérieur. Clémence était à quelques pas, assise seule sur une banquette en velours. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas. Elle observait, distante, murée dans une dignité froide. Elle avait compris, bien avant l'annonce officielle d'Étienne, que cette soirée ne serait pas celle qu'elle avait rêvée. Elle avait senti les regards changer, la lumière se détourner, la place qu'elle croyait sienne devenir secondaire. Et elle avait choisi de ne rien dire, pas par soumission, mais par lucidité. François s'approcha lentement. Il resta debout, devant elle, incertain. Clémence, elle leva les yeux vers lui. Son regard était calme, presque trop. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, » dit-elle. Il voulut s'asseoir, puis se ravisa. Il restait debout, comme un élève en faute. « Je n'ai rien vu venir, je croyais tout contrôler. Je pensais... » Elle le coupa doucement. « Tu pensais que je serais un trophée, comme cette soirée, comme cette robe, comme cette alliance. » Il baissa la tête. Elle poursuivit. « Tu m'as choisi pour compléter une image, pas pour partager une vie. Tu ne m'as jamais écouté vraiment. Tu n'as jamais cherché à savoir qui j'étais. Je ne t'en veux pas. J'ai participé à cette illusion. » Il tenta une main vers elle, mais elle recula à peine. « Clémence, je t'ai aimée. Tu as aimé l'idée de moi. Mais tu ne m'as jamais regardé comme tu regardais Camille ce soir. » Le silence s'installa. Il était dense, irrévocable. « Alors, c'est fini ?» Elle se leva, lentement. Elle lissa sa robe, releva le menton. « Ce n'est même pas commencé, François. Et c'est peut-être ça le plus triste. » Elle s'éloigna sans se retourner, laissant derrière elle le parfum léger de fleurs d'oranger et un homme figé dans l'incertitude. Il ne tenta pas de la retenir. Il savait que rien ne pourrait inverser ce qui avait été dit, ce qui avait été vu, ce qui avait été compris. Elle ne partait pas en colère. Elle partait en paix. Et cette paix-là,
il ne pourrait jamais la lui offrir. Le reste de la nuit passa comme un songe éteint. Les derniers invités quittèrent les lieux en silence. Les équipes de nettoyage commencèrent à effacer les traces d'un événement dont la grandeur avait basculé dans l'introspection collective. François traversa une dernière fois la salle de bal vide, s'attarda sur les fleurs fanées, les chaises renversées, les coupes abandonnées. Il marcha jusqu'au jardin, les mains dans les poches, le regard flou. Au loin, il vit Camille qui se préparait à monter dans une voiture. Étienne lui ouvrait la portière. Elle s'arrêta un instant, tourna la tête, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il n'y eut ni sourire, ni adieu, ni promesse. Juste une reconnaissance silencieuse, une forme de salut, une acceptation. Et puis elle disparut. François resta là longtemps. Il pensa à tout ce qu'il avait cru construire, à cette image de réussite, de domination, de contrôle. Il comprit que son empire, son mariage, son pouvoir, tout avait été bâti sur une illusion de solidité. Rien de cela n'était durable. Ce qu'il avait perdu ce soir n'était pas Camille, ce n'était pas Clémence, ce n'était même pas sa position de leader dans le monde de la technologie. Ce qu'il avait vraiment perdu, c'était l'illusion qu'il n'avait rien à apprendre. Et dans cette perte naissait une vérité plus simple, plus nue, plus rude. Il ne serait plus jamais l'homme qu'il avait été. Et peut-être, au fond, c'était là la seule chose qui importait. Le château, au petit matin, ressemblait à une carcasse délaissée. Les couloirs, autrefois animés, gardaient encore les échos d'une fête qui n'avait jamais vraiment été une célébration. Les fleurs commençaient à flétrir dans leurs vases trop pleins. Les nappes blanches portaient les stigmates d'une nuit trop lourde, et la lumière grise qui perçait à travers les vitraux ne réchauffait rien. Dans cette atmosphère d'après-tempête, François déambulait comme un spectre, seul, épuisé, les yeux marqués par l'insomnie et la perte. Il n'avait pas quitté les lieux, il n'avait pas cherché à fuir. Il s'était contenté de rester, d'observer, de sentir le poids du vide qu'il avait lui-même façonné. Clémence était partie avant l'aube. Pas un mot, pas un message. Il avait entendu la portière de la voiture se refermer, le moteur s'éloigner, et le silence revenir, plus dense que jamais. Il n'avait pas tenté de la retenir, il n'avait pas su quoi dire. Et peut-être, pour la première fois, il avait compris que le silence valait mieux que n'importe quelle justification. Il s'arrêta devant un miroir ancien, fissuré en psantandista, son coin supérieur. Il se regarda longuement, non pas comme on vérifie une apparence, mais comme on cherche une vérité. Ce qu'il voyait ne le surprenait pas. Il avait vieilli en une nuit, pas dans ses traits, mais dans ce qu'il reflétait. Le regard n'était plus celui du conquérant, de l'homme sûr de lui, de l'entrepreneur célébré. C'était un regard nu, vidé de certitude, traversé par une lucidité nouvelle. Il se redécouvrait enfin débarrassé du masque. Il s'assit à une table, prit un carnet laissé là, sans doute par un membre du personnel, et commença à écrire. Pas des excuses, pas un plan de reconquête, juste des mots, des pensées, des vérités. Il écrivait comme on nettoie une plaie, sans attendre que quelqu'un lise, sans espoir d'être entendu. Il écrivait parce qu'il fallait que quelque chose sorte. Ce qu'il avait enfoui pendant des années, son besoin de reconnaissance, sa peur du rejet, sa haine de l'échec. Tout cela, il le couchait sur le papier avec une honnêteté brutale. Il repensait à Camille, à la jeune femme qu'il avait aimée sans la comprendre, qu'il avait méprisée en croyant la protéger. Il se revoyait rire de ses projets, l'encourager à rêver plus petit, croire qu'il la préparait à affronter le monde alors qu'il l'enfermait dans sa propre vision de ce monde. Et il comprenait maintenant qu'il avait été le premier obstacle sur son chemin, non par cruauté mais par ignorance, par égoïsme. Et pourtant, elle n'avait pas répondu par la haine. Elle avait répondu par la grandeur, par le travail, la résilience, la transformation. Ce qu'elle lui avait montré ce soir-là n'était pas sa revanche, c'était sa libération. Il se leva, laissa le carnet ouvert sur la table. Ce qu'il avait écrit ne valait que pour lui. Il ne comptait pas l'envoyer. Il ne comptait pas parler. Il savait que les mots, désormais, étaient inutiles. Ce qu'il avait à faire ne relevait plus du discours, mais de l'action, du silence, du chemin intérieur. Il sortit du château, marcha jusqu'au bord du jardin où la brume du matin flânait encore. Les statues de pierre, alignées avec rigueur, semblaient plus humaines dans cette lumière pâle. Il respira profondément. Pour la première fois, depuis des années, il n'avait rien à prouver. Il ne pensait pas à son prochain projet, à sa prochaine acquisition, à la prochaine interview. Il pensait à lui, à l'enfant qu'il avait été,
à l'homme qu'il était devenu, à celui qu'il pourrait encore être s'il acceptait d'apprendre, d'écouter, de changer. Il ne reverrait peut-être jamais Camille. Et c'était bien ainsi. Elle ne lui devait rien. Elle n'était pas un fantôme de son passé, mais une lumière de son propre futur. Une lumière inaccessible, mais nécessaire. Il savait que le monde continuerait de tourner, que les journaux parleraient de la fusion, que son nom serait évoqué avec une ironie cruelle dans certains cercles. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qu'il possédait, ce qu'il contrôlait, ce qu'il représentait, tout cela n'était plus le cœur de sa vie. Le vrai centre, désormais, était ce vide intérieur qu'il devait apprivoiser, un vide fertile, s'il avait le courage, de ne pas le fuir. Il s'éloigna du jardin, reprit la route vers sa voiture. Pas de chauffeur, pas de cortège. Juste lui, seul, marchant lentement. Il n'avait pas de destination précise. Il avait du temps, enfin, du vrai temps, pour penser, pour sentir, pour devenir autre chose qu'un nom sur une façade. Derrière, lui, le château se dissolvait dans la brume. Devant lui, le chemin s'ouvrait, incertain, rude, mais vrai. Il ne savait pas ce qu'il trouverait. Il savait seulement qu'il ne serait plus jamais le même.